Je remercie les organisatrices et organisateurs de ce colloque qui me permettent de parler du royaume séleucide alors que nous entrons justement dans la 2330e année de l'ère séleucide. Et c'est en effet l'année 312-311 que Séleucos, ancien compagnon d'Alexandre, a choisi pour inaugurer le décompte de ses années de pouvoir personnel, d'abord comme stratège, puis comme roi ensuite, à partir de 306. Et cette année-là, il effectue son retour à Babylone, 3 ans après en avoir été chassé par un rival, Antigone le Borgne. L'historiographie officielle des Séleucides a présenté cet événement comme un retour triomphal, mais n'a pas dissimulé les difficultés matérielles du diadoque. Or, parmi ces difficultés figure déjà l'impérieuse nécessité de trouver des chevaux pour constituer sa cavalerie. Et à cette époque, d'après Diodore et Appien, dont nous dépendons pour cet épisode, Séleucos ne semble pas disposer d'autres moyens que d'acheter des chevaux sur le marché. Ce qui explique probablement pourquoi, malgré des ralliements qui sont dits nombreux, et qu'on peut quand même constater dans l'infanterie, eh bien, l'armée qui l'aligne en 311 ne présente qu'une cavalerie aux effectifs particulièrement faibles. En revanche, 10 ans plus tard, comme vous pouvez le constater, à Ipsos, les effectifs de la cavalerie séleucide atteignent 12 000 cavaliers. Alors l'information qui est fournie par Diodore est probablement exagérée, elle ne colle pas très bien d'ailleurs avec une autre information qu'on tient de Plutarque, mais elle annonce néanmoins les effectifs très importants qui seront mobilisés ensuite sous Antiochos III et Antiochos IV, c'est-à-dire entre 6 000 et 12 000 cavaliers. Alors une telle cavalerie implique de considérables besoins en chevaux. Il faut des chevaux de qualité, sélectionnés, dressés pour la guerre, on a commencé déjà à en parler depuis ce matin, et cela suppose l'organisation par la monarchie d'un système assurant la remonte, c'est-à-dire la fourniture structurelle et le remplacement régulier des chevaux de guerre. Dans cette entreprise, les Séleucides mobilisent naturellement des leviers qui existaient déjà sous les rois achéménides et que Séleucos a pu découvrir au cours de l'expédition d'Alexandre. La documentation d'époque séleucide à ce sujet n'est pas très abondante, mais en opérant des détours fréquents par l'Empire achéménide, nous pouvons essayer de dresser un tableau général de la remonte séleucide. Un passage de Polybe concernant le règne d'Antiochos III invite d'abord à penser que les rois séleucides pouvaient exiger des peuples soumis à leur pouvoir un tribut, phoros, constitué en partie d'équidés. En effet, en 212, au début de son anabase, donc une grande expédition militaire qu'Antiochos III mène vers les hautes satrapies pour y réaffirmer son pouvoir, eh bien, le roi commence par réaffirmer son autorité sur l'Arménie occidentale. Et il impose au roi Xerxès non seulement le versement d'un tribut de 300 talents, mais aussi, par ailleurs, la fourniture de 1000 chevaux et de 1000 mulets. Or, il s'agit d'une pratique tributaire qui est déjà courante chez les Achéménides et que Pierre Briand a mise en évidence. Les peuples tributaires du grand roi, sous les Achéménides, fournissaient, en plus d'un tribut monnayé, des prestations en nature qui est exigée par le pouvoir royal et que les sources grecques appellent le dasmos. Or, pour les régions d'élevage, le dasmos se compose fréquemment d'équidés. Une partie d'entre eux, d'après les sources, est destinée au culte de Mitra et d'Ahura Mazda et peuvent être sacrifiés, mais les autres servent assurément à garnir les écuries du grand roi, dont on sait, par ailleurs, grâce aux tablettes de Persépolis, qu'elles nécessitaient une administration pléthorique. Alors ce tableau donne une idée de l'abondance et de la diversité de la remonte achéménide, et cela permet de se faire une première idée des grandes régions d'élevage de l'Empire. Mais pour en dresser la carte, il faut ajouter les régions dans lesquelles Alexandre a constaté la présence d'élevages importants et où Alexandre a profité de ces élevages régionaux pour organiser la remonte de sa propre cavalerie qui est régulièrement mise à mal pendant l'expédition. À noter que la remonte qui est opérée en Carmanie, en 325, n'est pas faite avec des chevaux de Carmanie, puisque, d'après Strabon, on y trouve surtout des ânes, mais avec des chevaux de Drangiane, de Parthie et d'Ari. Ce qui donne la carte suivante. J'ai indiqué en jaune plus ou moins pâle les régions d'élevage, quand on rassemble l'ensemble de ces sources. Sur son passage, Alexandre constate le fonctionnement tributaire de la remonte achéménide. Mais loin de l'abroger, il le maintient à Aspendos, par exemple, en Cilicie. Voilà, ici. Hop, la cité est ici. Il exige des Aspendiens qui lui fournissent le même nombre de chevaux que ceux qu'ils envoyaient à Darius. Et l'obligation est même étendue, à des populations qui n'y étaient pas soumises sous les Achéménides, par exemple les Ouxiens, qui sont un peuple qui vivent ici, dans le Zagros près des portes persiques, et qui sont astreints à partir du passage d'Alexandre à un tribut de 100 chevaux par an.
Dans le royaume séleucide, les populations qui vivent sur la terre royale, la Chora basilicae, sont astreintes au versement d'un phoros. Et elles sont notamment imposables sur leurs troupeaux. On a par exemple une inscription d'Aigai d'Éolide qui évoque à la fin du IVe siècle le paiement d'un 50e des moutons et des chèvres. Toutefois, aucun document n'évoque un prélèvement tributaire régulier de chevaux. Et la seule attestation dont on dispose, c'est l'extrait que j'ai cité au début de cette partie. Or, cet épisode est un peu particulier. Antiochos III s'adresse à un dynaste qui jouit depuis longtemps d'une indépendance de fait et ne verse plus tribut. Le prélèvement tributaire d'Antiochos III semble ici plus occasionnel que structurel, et il s'inscrit aussi dans le cadre de la campagne militaire qu'Antiochos III est en train de mener. En fait, les équidés qui sont réclamés reflètent surtout les besoins matériels immédiats du souverain. Il faut dire aussi que le royaume séleucide n'épouse pas les frontières de l'empire achéménide, et que ces souverains n'ont jamais réussi à affirmer leur autorité sur toutes les régions d'élevage des grands rois. Par exemple, l'Arménie, la Cappadoce et la Bactriane sogdiane échappent de manière précoce à la domination séleucide. Les régions d'élevage qui restent sous le contrôle séleucide sont surtout la Médie, la Perse et de manière secondaire la Cilicie et la Drangiane. Dans cette nouvelle géographie politique, c'est la Médie qui est amenée à jouer un rôle essentiel de fournisseur de remonte. Là encore, ce sont deux extraits de Polybe qui attirent l'attention sur le rôle de la Médie. D'après l'historien, les rois séleucides ont confié aux Mèdes le fonctionnement des élevages royaux. Polybe évoque le cas de plusieurs hippophorbias formant un ensemble organisé par le pouvoir royal, les Basilica Systemata ton Hippotrophion, qu'on serait tenté de traduire par une sorte d'institution des haras royaux. À l'époque classique, un hippophorbion désigne un troupeau de chevaux domestiques laissés en libre pâture. Mais dès la fin du IVe siècle, dans l'histoire des animaux d'Aristote, le terme désigne non plus le troupeau, mais la structure d'élevage, c'est-à-dire le lieu qui nourrit les chevaux, un espace clos, contrôlé, sélectif et dédié à l'élevage spéculatif. Un hippotrophion, puisque c'est le terme qui est employé dans le deuxième extrait par Polybe, désigne plutôt des écuries, des lieux de stabulation et non de reproduction. Mais à l'époque hellénistique, le terme peut devenir synonyme d'hippophorbion. On le voit notamment en Égypte, dans les papyrus, où il est fréquemment utilisé pour désigner des haras, notamment les haras royaux. Alors, comme on l'a vu, la Médie fournissait déjà sous le Grand Roi des chevaux, mais sous forme d'un tribut annuel. Alors, faut-il en conclure que les Séleucides ont remplacé un ancien système tributaire par des structures d'élevage plus étroitement contrôlées par le pouvoir royal? En réalité, les sources ne permettent pas une telle conclusion. Les élevages Mèdes sont connus déjà d'Hérodote, qui mentionne en particulier les chevaux élevés par les Mèdes et qu'on appelle néséens, qui sont des chevaux qui sont élevés spécifiquement pour le culte des dieux et le service du roi. Ils viendraient d'une région de Médie appelée Nésaïon, ou plutôt Nessaïa, puisque le toponyme apparaît dans l'inscription de Darius Ier à Behistun, et c'est dans la région de Nessaïa en Médie que Darius Ier déclare avoir tué son rival, le mage Gomata. Et en effet, comme on va le voir avec les extraits d'après, mais je préfère mettre la carte pour l'instant, Alexandre s'est intéressé à cette région. Alors non en 330, lors de son premier passage, parce que là il était en train de poursuivre Darius et il s'est arrêté très peu de temps, mais lors d'un second séjour en 324, c'était un détour sur la route qui le ramenait à Babylone après la sédition d'Opis. C'est aussi une période de grande réorganisation administrative, pendant laquelle il est amené à remplacer le satrape de Médie. Alors, d'après les sources que vous allez voir juste après, son itinéraire que j'ai fait grosso modo en trait noir, il traverse d'abord la Baghistane, où se trouve d'ailleurs Behistun, puis il arrive peu après dans la région de Nessaïa, alors qu'il est encore à 6 jours de marche au sud d'Ekbatan. Cela permet de localiser la région de Nessaïa entre les villes actuelles de Hamadan et de Esfahane. Très bien. Alors, les trois historiens nous évoquent ce passage d'Alexandre, et hormis une petite étourderie de Strabon, les trois auteurs qui évoquent ce séjour s'accordent sur les ressources équines qu'on trouvait à ce moment-là dans ces élevages. D'après ces auteurs qui utilisent probablement la même source. Avant la guerre, il y aurait eu entre 150 000 et 160 000 juments poulinières, auxquelles il faut bien entendu ajouter les étalons reproducteurs. Alors on n'en a pas le chiffre, mais pour vous donner une idée, dans un autre haras achéménide à Babylone, il y avait un étalon pour 20 juments. Mais après la fuite de Darius, les haras ont été mis au pillage, alors soi-disant par des brigands, plus probablement par les populations locales qui sont venues se servir tout simplement. Et 6 ans plus tard, il ne reste plus que 50 à 60 000 juments dans ces élevages.
Strabon précise qu'il s'agit de troupeaux royaux, Basilicae Agelai. Et en cela, il va dans le même sens qu'Hérodote, qui laissait entendre que le grand roi se réservait l'usage de ses chevaux néséens. Alors tout porte à croire que ces élevages néséens n'étaient pas des élevages qui servaient aux Mèdes à s'acquitter de leur dasmos, mais plutôt qu'il s'agissait d'élevages qui appartenaient au grand roi lui-même, sur le principe, peut-être, de ce que le pseudo-Aristote appelle la tagaie, et que Pierre Briand propose de traduire par terre de la couronne. Il s'agit de territoires qui sont attestés par ailleurs, dont les ressources et les revenus reviennent directement au roi, lequel peut ensuite les affecter à tel ou tel de ses besoins, ou aux besoins de sa famille ou de ses proches. Or, Laurent Capdetrey a montré dans son étude du pouvoir séleucide que ces terres de la couronne demeurent à l'époque séleucide des domaines royaux. Alors il était d'autant plus essentiel pour les Séleucides de mettre la main sur ces chevaux néséens que ces chevaux passent pour avoir eu une morphologie particulière, qui a suscité la fascination des Grecs jusqu'à devenir un topos de la littérature. Je vous en propose un résumé très grossier. En gros, les sources littéraires s'accordent sur le fait que la particularité des chevaux néséens résidait dans leur haute taille, éventuellement aussi dans leur élégance, leur maintien, qui convenait particulièrement aux mises en scène du pouvoir royal, mais cela relève davantage du dressage. Alors, les historiens ont évidemment cherché à identifier ces chevaux néséens dans d'autres sources. On les a cherchés, bien entendu, dans l'iconographie. Alors là, les chercheurs sont très partagés, parce qu'effectivement, la procession des dignitaires à Persépolis révèle des chevaux plus grands que les chevaux qui sont amenés par les délégations tributaires. Marcel Gabrielli a tendance à y voir une volonté un peu naturaliste des artistes qui auraient bien observé les différents morphotypes de l'Empire. Mais récemment, Henri-Paul Francfort et Sébastien Lepetz ont essayé de montrer au contraire que l'apparence de ces chevaux répondait à des codes visuels du pouvoir, notamment à une logique binaire qui serait propre à l'art royal et qui opposerait d'un côté les grands chevaux du roi aux chanfreins convexes et de l'autre les petits chevaux des tributaires aux chanfreins concaves, et que rien de tout cela ne serait fondé sur des réalités zoologiques. Donc je laisse la question ouverte, bien entendu. On a aussi cherché les néséens dans le... je suis allé trop vite. On a aussi cherché les néséens dans le matériel archéozoologique. Malheureusement, les squelettes de chevaux retrouvés dans les fouilles mesurent en moyenne 135 à 137 cm au garrot, et ceux-ci ne sont donc pas plus grands que les chevaux grecs qui, en Macédoine, à la fin du IVe siècle, sont en moyenne à 140-145 cm. Toutefois, quelques individus semblent se démarquer. En Arménie, par exemple, quelques squelettes atteignent les 153 cm, alors que la moyenne est à 141. L'Arménie est par ailleurs connue aussi dans les sources pour élever des chevaux dits néséens. Et en Iran, la découverte la plus intéressante me semble être le complexe de Tepe-Nushidjan, à 60 km au sud de Ramadan, qui a fourni pour les 8e, 7e siècles avant Jésus-Christ 373 chevaux, dont certains, d'après Sándor Bököny, dépassent les 157 cm et atteignent même 157 cm avec une morphologie assez robuste. Alors, les chercheurs ont tendance à y voir parfois ces néséens. Marcel Gabrielli pense aussi les voir dans les tablettes de Persépolis. Ces tablettes enregistraient énormément de données, mais notamment, sous le règne de Darius Ier, les rations qui étaient fournies par les magasins royaux aux palefreniers pour nourrir les chevaux dont ils avaient la garde. Alors la ration journalière habituelle d'un cheval est d'environ, tout ça est calculé grâce à l'étude sérielle de Marcel Gabrielli, la ration ordinaire serait d'1,7 kg d'orge par jour, avec des variations dans l'année bien entendu, puisque lorsque les chevaux sont mis au pâturage, on leur donne une ration diminuée. Mais il observe que certains chevaux reçoivent 5 à 9 kg d'orge par jour, ce qui est évidemment exceptionnel par rapport à la moyenne. Et il en déduit, après avoir éliminé d'autres hypothèses, que ce régime alimentaire concerne des chevaux massifs d'au moins 500 kg, proches des chevaux de trait ou des chevaux de la cavalerie cuirassée moderne. Alors, finalement, peu importe que les chevaux néséens aient désigné un morphotype à part ou simplement la frange des plus grands chevaux mèdes, ce qui est certain, c'est que grâce à la qualité de leur environnement et de leur savoir-faire, les éleveurs mèdes ont réussi à obtenir des chevaux qui étaient nettement plus grands que la moyenne régionale, jusqu'à 20 cm de plus, et 5 à 10 cm plus grands que les chevaux grecs. Cette réussite zootechnique s'explique par des conditions d'alimentation favorables, puisque selon Strabon, les pâturages de Médie abondent d'une graminée fourragère qu'il appelle l'herbe des Mèdes, et qu'on identifie généralement à la luzerne commune. Par ailleurs, les éleveurs mèdes ont très certainement recouru à des pratiques de sélection, ne serait-ce que parce que les chevaux consacrés à Ahura Mazda et à Mitra devaient arborer une robe blanche. Alors naturellement,
Ces chevaux ont suscité la convoitise des Gréco-Macédoniens. Alexandre, par exemple, les a intégrés au décorum royal. Puis les Diadoques ont cherché à se les approprier, à en équiper leurs cavaliers. Et jusqu'à l'époque de Séleucos, les Diadoques puisent énormément dans le vivier des chevaux mèdes. Par exemple, en 317, Antigone le Borgne en prélève 1000 d'un coup. En 311, le satrape de Médie, qui a été laissé par Antigone le Borgne, doit constituer une armée avec l'aide de ses homologues de Perse, de Susiane de Perse et de Parthie. Et ce qui est intéressant, c'est que son armée est révélatrice. Il rassemble 10 000 fantassins pour une cavalerie de 7 000 hommes. Donc une armée composée à plus de 40% de cavaliers, ce qui est rare même pour l'époque. Alors la victoire surprise de Séleucos face à Nicanor, et la mort de ce dernier, fait passer toute la Médie sous autorité séleucide. Or, on sait aujourd'hui que c'est la Médie qui a constitué la première assise territoriale solide du pouvoir séleucide, et non la Babylonie qui, elle, au contraire, est restée disputée par les Antigonides jusqu'en 308-307. De là, certains auteurs, dont Marek Olbricht, ont pensé que Séleucos avait nécessairement dû enrôler massivement des Mèdes et des Perses dans sa cavalerie pour enfin constituer cette cavalerie qui lui manquait encore. Alors la décision d'agréger des cavaliers iraniens à l'armée devait sembler d'autant moins aberrante que ses prédécesseurs l'avaient déjà fait. Le satrape de Perse, Pekestas, avait une garde à cheval de Perse. Eumène de Cardia s'était fait une cavalerie de Cappadociens. Antigone le Borgne avait recruté des lanciers mèdes dans son armée. Alors c'est pourquoi l'affirmation de Tite-Live, lorsqu'il fait le récit de la bataille de Magnésie du Sipil en 190-189, affirmation selon laquelle l'Agema, l'escadron d'élite de la cavalerie royale, était composé en partie de Mèdes, eh bien cette affirmation ne doit pas nécessairement être rejetée comme c'est souvent le cas. Je reviens sur la Médie. L'atelier royal d'Ecbatane frappe sous Antiochos III des séries monétaires en bronze qui mettent en avant les élevages. Le cheval au pâturage, seul et libre de tout harnachement, est représenté pour lui-même, non comme l'attribut d'un cavalier, mais comme le produit d'une économie locale, comme une source de richesse et de fierté pour les autorités. Le graveur met particulièrement en valeur la taille de l'animal par des jambes tendues et démesurément longues qui empêchent même la tête d'atteindre le sol. Une autre série souligne les qualités de la Médie comme pays naisseur en affichant un type de la jument et du poulain au pâturage. Et enfin, une série présente un cheval similaire portant un cavalier armé d'une javeline et non du xyston macédonien qu'on trouve dans d'autres émissions censées mettre en valeur l'action du roi comme cavalier. Et il se pourrait que cette représentation cherche à montrer un cavalier mède Longkophoros, qui sont des cavaliers spécifiques de la région, et qui sont peut-être ceux qu'on appelle les cavaliers nézéens, ceux qui ouvrent le cortège des cavaliers lors de la procession de Daphné en 166 sous Antiochos IV. Alors il est certain que les Mèdes ont joué un rôle essentiel dans le système de la remonte séleucide en fournissant des chevaux de qualité et des cavaliers. En revanche, Polybe exagère lorsqu'il attribue aux Mèdes l'exclusivité de l'élevage des chevaux royaux, puisqu'on sait, grâce à 2 autres documents, que les Séleucides avaient implanté ces structures dans d'autres régions de leur royaume. Et le premier témoignage dont on dispose vient de Strabon, qui fait état d'un haras qui aurait été établi par Séleucos Ier à proximité immédiate d'Apamée sur l'Oronte. Alors le fleuve de l'Oronte forme à cet endroit comme une boucle autour de la ville, ce qui l'isole presque entièrement du continent et crée autour d'elle une ceinture de marais, qui est évidemment un espace idéal pour les chevaux. Le roi Séleucos y aurait installé 30 000 juments et 300 étalons, ce qui montre qu'il s'agit bien d'un haras, même si le terme employé par Strabon ici est celui d'hypotrophéion. Manifestement, la progéniture de ces chevaux devait subvenir à la remonte de l'armée qui était stationnée dans la cité, puisque les rois séleucides ont transformé Apamée de Syrie en une véritable base militaire. Vous pouvez constater dans cet extrait aussi qu'on y trouvait des espaces pour le parquage des éléphants de guerre. La monarchie y employait un personnel nombreux destiné à la formation militaire des soldats, notamment des maîtres d'armes, des instructeurs militaires et des polodamnaï, qui doivent être ici compris non comme des dresseurs de poulains, mais comme des instructeurs de cavalerie. Donc la région constituait pour la monarchie un vivier de soldats actifs et mobilisables. On sait qu'un peu en amont, dans une colonie qui s'appelait Larissa sur l'Oronte, les colons thessaliens avaient le privilège de servir comme cavaliers dans l'agéma royale. Et les rois ont donc veillé à ce que la région soit pourvue de toutes les infrastructures nécessaires au fonctionnement de l'armée. Alors, comment est-ce que la liaison entre le haras et l'armée se faisait? Ça, on manque de données. En revanche, on connaît très bien la situation en Égypte lagide, et on sait que les chevaux élevés dans les haras de la vallée du Nil étaient distribués vers l'âge de 2 ans et demi aux soldats qui devaient désormais les entretenir chez eux et les présenter chaque année lors du passage en revue.
pour vérifier que ces chevaux étaient bien entraînés, bien nourris, etc. Alors peut-être qu'il en était de même chez les Séleucides, mais là, on manque de sources pour en être sûr. Enfin, un dernier document éclaire d'une toute autre manière le fonctionnement des hippophorbias royaux. Il s'agit d'une inscription qui a été publiée in extremis par Georges Rougemont dans les addenda du corpus des inscriptions d'Iran et d'Asie centrale en 2012. C'est une inscription qui a été identifiée dans une collection privée de Téhéran et qui, d'après son propriétaire, viendrait du Séistan iranien, c'est-à-dire de Drangian. Mais Georges Rougemont préférait rester prudent sur cette origine. La pierre est malheureusement brisée dans sa moitié droite, ce qui gêne considérablement la compréhension. Alors, il s'agit d'une lettre écrite par un roi Séleucos, probablement Séleucos II, de 246 à 226. Et c'est une lettre qui répond à une pétition de communautés villageoises qui sont qualifiées aux lignes 3-4, après une lacune, de kopikais komais, ce que Georges Rougemont a pu restituer, kortokopikais komais, grâce à la ligne 13, où le terme est constitué est présent en toutes lettres. L'expression signifie littéralement les villages des prairies, car Kortos désigne un espace herbeux, une prairie, et par extension le fourrage, le foin, l'herbe coupée. L'expression semble néanmoins avoir ici une dimension statutaire, si bien qu'il faudrait plutôt lui donner un sens administratif et technique plutôt que géographique, et on préférera donc la traduction alternative proposée par Georges Rougemont, celle de village à pâturage ou de village à fourrage, une traduction qui sous-entend que ces communautés étaient astreintes à des obligations fiscales qui se traduisaient par le fait de mettre à disposition une partie de leur pâturage ou de leur production fourragère. Et en effet, les villages à pâturage de Drangian semblent avoir eu une particularité, celle de nourrir des bêtes, et notamment des chevaux en grand nombre, car l'inscription mentionne l'existence d'hippophorbia à la ligne 12 et peut-être encore à la ligne 19. Mais là, il y a une lacune qui empêche de savoir s'il s'agit bien de ce mot. Cette particularité pourrait éclairer la signification du toponyme kortokopikais komais. Les rois séleucides auraient pu choisir des villages disposant de vastes prairies et leur demander de prendre en charge l'élevage de chevaux royaux au titre de leurs obligations fiscales. Et même, comme on le verra, à la place en fait, de leurs obligations fiscales normales. On peut en trouver un parallèle assez précis chez Hérodote, lorsqu'il affirme que le satrape de Babylonie faisait entretenir des élevages de chiens d'Inde par 4 communautés villageoises en échange de l'exemption des autres redevances usuelles. Il en était d'ailleurs peut-être de même pour le hara qui est mentionné juste avant dans l'extrait. Alors la charge, évidemment, était lourde, mais elle impliquait pour la communauté des exemptions, et c'est peut-être en vertu de cette logique que les villages de Drangian semblent avoir reçu ce qu'on appelle l'anepistatmeia, c'est-à-dire l'exemption de logement, un privilège qu'ils ont obtenu du grand-père de l'auteur de la lettre et qu'ils cherchent à faire confirmer. En conclusion, en dehors des élevages de Perses, les Achéménides se procuraient des chevaux donc, auprès des peuples tributaires de différentes manières, et toutes ces manières n'ont pas nécessairement été imitées par les Séleucides. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Séleucides ne semblent pas avoir accordé une importance particulière au dasmos et au versement d'un tribut en équidé. A l'inverse, ils ont pris soin de reprendre à leur compte les élevages royaux que l'on trouvait sur certaines terres de la couronne, et même d'en créer de nouveaux dans des régions de leur royaume qui étaient devenues stratégiques. La Syrie, la Drangiane sont des zones frontières, même si, effectivement, les hippophorbias de Drangiane ont pu exister aussi du temps des Achéménides, bien entendu. Les haras sont dits royaux parce que les bêtes appartiennent aux rois, ainsi que leur progéniture qui est à venir. Ils sont aussi dits royaux parce qu'ils sont gérés par des épimélètes qui sont nommés par le roi, contrôlés par l'administration et qui semblent veiller au bon fonctionnement de la structure. Néanmoins, le personnel qui reçoit la charge de l'entretien des chevaux, le fourrage qui est donné aux bêtes et les terres qui sont accaparées pour leur pâturage proviennent des communautés locales qui, en assumant l'hippophorbia, s'acquittent de leurs obligations fiscales. Je vous remercie.